Hello, my name's Bond, Richard Bond, and this is Curmudgeonly Yours, a show on Society Bites Radio, part of the Radio Ear Network family, supplying social interaction for the mind and soul. The introductory and concluding music to this show is La Polonaise by Wieniawski, played by Max Bond. I am your host in Curmudgeon, where everything is what it seems. Nothing is what it seems. And what is not said is often of most interest. Aujourd'hui, mon invité est Isabelle Bril, qui va nous parler de ses recherches en linguistique et de son travail en France et en Taïwan. Bonjour Isabelle. Bonjour Richard. J'espère que je prononce bien ton nom de famille, Bril. Parfait, Bril. très bien. Isabelle Bril est linguiste. Elle a complété son doctorat de linguistique en 1994. Ensuite, elle était maître de conférences à l'Université de Tours, puis directrice de recherche au CNRS depuis 2001. Elle a commencé ses travaux sur la grande famille des langues austronésiennes qui s'étendent à travers tout l'océan Pacifique. En 1991, elle a démarré ses enquêtes sur 2 des 28 langues kanak de la Nouvelle-Calédonie. Plus récemment, en 2011, elle a commencé des recherches sur l'une des 14 langues austronésiennes de Taïwan. Isabelle Bril, avant d'entrer dans les détails de ces langues exotiques, si j'ose dire, pourrais-tu nous expliquer ce que c'est la linguistique pour nos auditeurs? Et quand tu étais jeune, tu as dû aimer la linguistique. Comment as-tu pris part à la science du langage? Alors, pour répondre à ta première question, la linguistique, c'est l'étude des langues, tous leurs aspects, que ce soit phonétique ou lexical ou grammatical, ou même l'histoire de ces langues, leur évolution, sous l'angle de la sociologie aussi, qui parle ces langues, quel groupe, comment se mélangent-ils, éventuellement aussi sous l'angle pathologique, puisqu'on connaît tous des cas de pathologie du langage, et donc par exemple, il y a des orthophonistes qui aident justement à pallier à ce genre de difficultés, et les orthophonistes en fait suivent un cursus de linguistique plus orienté vers la phonétique, mais quand même, un cursus de phonétique quand même. Bah oui, articulatoire et acoustique. Voilà, exactement, exactement. Oui, oui, tout à fait. Et pour répondre à ta deuxième question, qui tient plus à mon histoire personnelle, oui. Alors effectivement, j'ai toujours aimé les langues. Quand j'étais enfant, à la limite, je parlais des langues que j'inventais, voilà, à moi-même parce que j'avais pas vraiment de locuteur. Mais enfin bon, je m'inventais des langues. Jusqu'au jour où j'ai pu commencer sérieusement à apprendre l'anglais à l'école. Et donc, oui, c'est une passion, c'est un intérêt de toujours et une très grande passion. Mais pour ce qui est de la linguistique elle-même, comme tu le sais, c'est une discipline qui ne s'enseigne en fait qu'à l'université et qui en fait vraiment s'adresse à ceux qui souhaitent se spécialiser dans ce domaine. Donc, j'y suis venue vraiment beaucoup plus tardivement. Quand j'ai vraiment voulu devenir chercheur dans ce domaine, ce qui m'a pris quand même un certain temps, ça n'a pas été immédiat du tout. Mais quand tu étudiais l'anglais, quelle partie de l'anglais, de l'étude de l'anglais aimais-tu? Écoute, j'ai toujours été intéressée par la structure du langage. Donc en fait, j'aime tout parce que moi j'aime l'accent anglais, j'aime le rythme et l'intonation de l'anglais. J'aime tout, mais je crois que c'est la grammaire. Je suis plus intéressée par la syntaxe, ce qu'on appelle donc la grammaire des langues et leur structure. Tu vois, comment elles sont structurées, comment elles fonctionnent. Donc voilà ce qui m'intéresse plus en général. Voilà. Donc c'est aussi vrai pour l'anglais que pour toutes les autres langues que j'ai pu étudier par la suite. D'accord. Donc, c'est toujours la grammaire, syntaxe et tout. Justement, ça m'amène à ma deuxième question. Isabelle, tu vas en Taïwan tous les ans, n'est-ce pas? Pourrais-tu nous parler de tes recherches là-bas, en général, pour commencer? Alors, je vais être un petit peu obligée de faire un petit historique parce que peut-être que tous les auditeurs ne savent pas ce que sont ces langues austronésiennes dont tu as déjà parlé.
Oui, Et, exactement. Merci. Fais ça. voilà. Donc, je vais peut-être faire je vais faire un petit historique. Donc, d'abord, ce sont des langues qui sont parlées à travers tout le Pacifique. Alors, peut-être juste un petit historique, une petite explication sur leur nom, parce que austronésien, sans doute peu de gens connaissent leur existence, ni même voient ce que ça veut dire. Donc, en gros, dans ce mot-là, il y a le nom de l'île en grec qui est Nessos, donc ça donne nésien. Et austral, c'est tout ce qui se situe du côté sud du globe terrestre, donc l'hémisphère sud. Donc en fait, les langues austronésiennes, ce sont les langues des îles de l'hémisphère sud, en gros. Voilà ce que ça veut dire. D'accord. Voilà. Alors c'est une énorme famille de langues puisqu'il y a 1200 langues en gros dans cette famille. Donc en fait, 1200. Oui, 1200. Oui, c'est énorme. C'est-à-dire qu'en termes de nombre de langues, si tu veux, c'est la deuxième grande famille après les langues du Niger-Congo, donc des langues africaines. Voilà. Alors leur origine, c'est donc Taïwan. Et c'est pour ça donc que je travaille à Taïwan actuellement. Donc Taïwan, tout le monde connaît Taïwan, je pense. Oui, c'est une république indépendante de la Chine. Oui. Et donc, alors simplement, les langues austronésiennes de Taïwan sont les langues qui sont parlées par les aborigènes de Taïwan, c'est-à-dire des gens qui sont arrivés vraisemblablement, on pense vers 3500 ans avant Jésus-Christ à Taïwan. Aïe. Oui, c'est très ancien. Et qui sont arrivés à Taïwan parce ils étaient antérieurement sur la côte de la Chine, sur la côte est évidemment, dans les environs de ce qu'on appelle le Shantung et donc vers les environs en gros du fleuve jaune. Ce que les chercheurs pensent, c'est que quand les Han ont progressivement pris possession de la Chine, ces gens-là qui n'avaient pas rien à voir, qui étaient un autre peuple, ont dû se sentir repoussés. Et ont passé le détroit, ils sont allés s'installer à Taïwan où ils devaient être un peu plus tranquilles. Et donc voilà comment et pourquoi le berceau des langues austronésiennes se trouve à Taïwan. Et ça, c'est une notion qui est maintenant assez universellement reconnue par tout le monde. Alors, comme vous le savez aussi. Après, ils sont passés dans les bateaux, après, non? Oui, voilà, c'est ça. Et après, ils se sont diffusés, effectivement, après, petit à petit, parce que ça s'est fait sur 3000 ans quand même. Donc, juste pour donner un ordre d'idée, donc ils étaient, on pense, à Taïwan, donc Formose, dans les environs de 3500 ans avant Jésus-Christ, et ils sont allés donc jusqu'à l'île de Pâques, jusqu'à Hawaï, et donc Hawaï, ils y sont arrivés en plus 500 de notre ère. Et puis à l'île de Pâques, oui, pareil, 800, peut-être un peu plus tard, 800. Ce qu'on sait parfois, mais pas toujours, c'est que les Maoris de Nouvelle-Zélande sont aussi des Austronésiens. Donc, tu vois, mais qui sont revenus en arrière de la Polynésie. Donc, ils sont arrivés beaucoup plus tard. Ils sont arrivés en Nouvelle-Zélande, donc en 1100. Et puis, ce que souvent on ne sait pas, c'est que parmi les autres langues, donc à travers tout le Pacifique, donc il y a les Philippines, l'Indonésie, la Malaisie, toutes les îles de la Polynésie, de la Mélanésie, et puis Madagascar. Donc le malgache est une langue austronésienne également. Ah, d'accord. Voilà. Quelle langue et dialecte étudies-tu au niveau phonologique, syntaxique, sémantique? Quelles sont tes méthodes de recherche? Est-ce que tu t'intéresses à la prosodie de la langue comme moi pendant mon odyssée linguistique il y a très longtemps? Oui, bien sûr. Oui, en fait, tu sais, quand tu fais le travail que je fais, c'est-à-dire que tu fais un travail de terrain, que tu travailles sur des langues qui n'ont jamais été décrites pour la plupart ou peu décrites. En fait, nous, on doit être multitâche, c'est-à-dire qu'en fait, on doit être capable de tout faire. On doit être capable d'étudier la phonétique, de la phonologie de la langue, la grammaire, le sens, le lexique. Bah oui. Il faut tout faire. Vous êtes anthropologue. Vous êtes des anthropologues. Et un peu anthropologue aussi sur oui, parce qu'il faut quand même être capable de s'intégrer dans un groupe humain, de comprendre un peu comment ils fonctionnent, comment ils pensent, pas faire trop de gaffes, s'occuper un peu de leurs attentes, etc. Donc il faut vraiment être absolument multitâche.
Et donc effectivement, je m'intéresse à toutes ces choses-là. Voilà. Il y a une chose que j'ai oublié de te dire, juste pour donner un ordre d'idée à propos de la population, parce que je te dis, il y a 1200 langues, mais c'est en termes de nombre de locuteurs, cette famille de langues comporte à peu près 590 millions de locuteurs. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, si tu veux, comme ça inclut les Philippines, l'Indonésie et la Malaisie, qui sont des îles très très peuplées, tout d'un coup, le nombre de locuteurs explose. Donc en fait, il y a certaines langues qui sont parlées vraiment par des millions de locuteurs, donc ça c'est Philippines et Indonésie, et puis d'autres qui sont parlées, ça c'est surtout les îles océaniennes, par quelques centaines et parfois moins d'une centaine de personnes. Donc c'est extrêmement varié, tu vois. Et les langues, justement, vas-y, continue. Non, c'est bon. Oui, et puis... Oui, vas-y. Excuse-moi. Oui, alors juste pour donner aussi un ordre d'idée aux locuteurs, parfois il y a donc sur les langues des Philippines, donc comme une langue est parlée sur un espace assez grand par des millions de personnes. À l'extrême inverse, dans les petites îles du Pacifique, tu peux avoir 4 langues qui sont parlées sur absolument un confetti d'îles. Et les gens ne se comprennent pas forcément entre eux. Tu vois. Donc il y a des situations absolument incroyables. Et c'est ça qui fait d'ailleurs le côté passionnant de ces langues et de ces îles quand on va travailler là-bas. Parce qu'on se demande, si tu veux, comment ça a pu varier et diverger à ce point-là. C'est incroyable, tu vois. Comment est-ce que des gens parlent 4 langues sur un confetti d'îles? Comment est-ce possible, si tu veux, tu vois, alors que nous, à l'échelle d'un pays, on parle une même langue. Tu vois, aux États-Unis, on parle. Et ces langues sont vraiment différentes, alors. Même elles sont vraiment différentes, oui. Les gens peuvent ne pas se comprendre, oui, vraiment. Alors, j'ai regardé un petit peu parce que j'aimerais rentrer un peu dans le détail. J'ai regardé sur un peu ton site depuis 2009. Tu et ton équipe enquêtaient sur une variante de la langue Amis, je sais pas comment on dit ça. On dit Amis. Voilà, votre projet vise à documenter le dialecte du Nord, également nommé Amis Naturan, je crois que Naturan, qui est en contact avec le Sakizaya, mais qui présente d'importantes spécificités phonologiques, lexicales et grammaticales. Pourrais-tu, Isabelle Bril, nous en parler de ça? Alors, si tu veux, ça révèle une chose. Alors, tu vois, à Taïwan, il y avait originalement, on pense 24 langues qui étaient parlées. Actuellement, il en survit 14. Elles sont toutes un peu en danger puisqu'elles sont en contact avec le chinois qui est la langue imposée maintenant et la langue que tout le monde apprend. Et puis, ce qui se passe très très souvent dans ces îles, c'est que les familles aborigènes ne transmettent plus tellement leur langue à leurs enfants. Donc, ces langues sont presque toutes en danger. Pourquoi? Parce qu'ils favorisent évidemment l'intégration des enfants dans l'espace et dans la communauté et dans la politique locale. Donc, on se trouve, c'est quelque chose. Alors, évidemment, pas aux Philippines, pas dans les îles, évidemment, où il y a des millions d'habitants, mais dans les îles qui sont en contact avec d'autres langues qui sont dominantes. Donc, par exemple, le chinois à Taïwan, le français en Nouvelle-Calédonie, etc. Toutes ces langues-là, les langues des aborigènes sont en danger. Alors, il y a une autre chose, c'est que ces langues n'étaient pas écrites pour la plupart, elles n'ont pas de tradition écrite, elles sont toutes orales, elles ne sont pas enseignées pour la plupart, donc tu vois, elles se transmettent par la tradition. Donc en fait, il y a énormément de variations, elles changent très vite et elles s'empruntent aussi beaucoup de choses. Donc quand on étudie ces langues, on doit toujours faire attention justement à ces phénomènes de contact entre langues. Et il y a énormément de variations. Nous qui sommes habitués à des langues qui ont des normes écrites, parlées, grammaticales, parce qu'on apprend la grammaire à l'école, donc on nous apprend tout de suite ce qui est faux, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Il n'y a pas ce genre de normes dans ces langues-là. Et donc, comme il n'y a pas de normes, elles évoluent à toute vitesse. Et je pense qu'avec le contact avec le français ou l'anglais, les autres langues dominantes à côté, il y a beaucoup de mélange aussi. Hein, exactement. Il y a beaucoup d'emprunts. Alors, il y a une chose qui est intéressante à Taïwan. Taïwan, donc, évidemment, est en contact depuis très très longtemps avec le chinois, depuis plusieurs siècles, mais également avec le japonais, puisque les Japonais ont